23 novembre 2024, la 47e semaine de l'année tire vers sa fin. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger. C'est le Bénin qui accueille cette rencontre dont les réflexions vont porter sur les différentes problématiques relatives à la protection du fleuve Niger. Les précisions dans ce journal. Panel de discussion avec les femmes entrepreneurs. Plusieurs sujets relatifs à l'accompagnement des structures compétentes ont meublé les échanges. C'est une initiative de la Direction générale des impôts soutenue par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et la Caisse nationale de sécurité sociale. Les détails à suivre. Et puis, nous allons parler du démarrage du congrès EC régional 2024. Plusieurs délégations sous-régionales sont présents à ce rendez-vous de 72 heures sur le thème « Découvrez Kankar, la voie de la liberté spirituelle, le développement à suivre ». À nouveau, bonjour. Le Bénin accueille la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin de Niger. Il s'agit d'une rencontre des pays membres de l'ABN qui se veut comme un cadre de réflexion sur les différentes problématiques relatives à la protection du fleuve du Niger. C'est le ministre béninois de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi, qui a procédé au lancement des travaux. Compte rendu. Le fleuve Niger focalise les attentions ici. La rencontre de Cotonou des pays membres de l'autorité du bassin du Niger vise à examiner les différents paramètres relatifs à la protection de ce grand fleuve africain qui est largement menacé de disparition. Au cours de cette 43e session ordinaire, votre instance aura à examiner les points ci-après. Examen et adoption de l'ordre du jour. Examen et adoption des procès-verbaux des 41e et 42e sessions ordinaires du Conseil des ministres et le procès-verbal de la session extraordinaire de N'Djamena en 2022. Nous espérons que nous serons davantage éclairés sur les avantages et bénéfices qui sont attendus de la mise en œuvre des projets et programmes en cours d'exécution et en préparation, ainsi que des difficultés qui entravent l'exécution correcte du mandat de l'ABN. Les défis auxquels font face le fleuve deviennent de plus en plus complexes. Ils se traduisent par la sécheresse, l'érosion du sol, la dégradation des terres agricoles et des eaux, l'ensablement et bien d'autres. Et pour surmonter ces difficultés, l'autorité du bassin du Niger compte sur ses organismes partenaires, notamment la coopération allemande. La coopération allemande, par l'intermédiaire de la GIZ, ambitionne accompagner l'ABN dans la mobilisation des fonds à travers des réponses aux appels à propositions des institutions internationales, comme la Banque africaine de développement, le Fonds climatique et d'autres. Je tiens à réaffirmer le soutien constant de l'Allemagne à l'autorité du bassin du Niger. Cette 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'ABN regroupe 9 pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Nigeria et le Tchad. Pour sa part, le Bénin s'investit pleinement dans toute action visant à pérenniser ce patrimoine commun. Cette fréquence de session du Conseil des ministres témoigne de toute l'importance que nos autorités au plus haut niveau accordent au fleuve Niger, trait d'union entre nos peuples et ciment de notre intégration régionale. Pour sa part, le Bénin, fidèle à ses engagements, continuera de soutenir l'ABN et de s'investir pleinement dans toute action visant à promouvoir la coopération sous-régionale et internationale. Les travaux qui se poursuivent déboucheront sur la prise de mesures adéquates dans le but de sauvegarder l'avenir de ce grand fleuve africain long de plus de 4000 km. Les membres des groupes de travail technique du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, constitués dans le cadre de la mise en œuvre du projet sur les indicateurs du travail forcé FLIP, ont tenu les 21 et 22 novembre 2024 à Cotonou une séance de travail. Ce forum s'inscrit dans le cadre des échanges entre les différents GTT en vue
du renforcement de la collaboration et de la coordination sous-régionale en matière de lutte contre le travail forcé et la traite des personnes. La cérémonie de lancement des travaux a été présidée par la ministre béninoise du Travail et de la Fonction publique. Compte rendu, Hugues Vingbe, Rachidi Soubéron. Madame la directrice du programme. Combattre le travail forcé et la traite des personnes. C'est le but que s'est fixé le projet sur les indicateurs du travail forcé, lancé à Accra en 2018 et regroupant le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Les objectifs de ce forum sont notamment discuter des expériences de collaboration dans la lutte contre le travail forcé et la traite des personnes, identifier les nouvelles formes de manifestation de ces fléaux et définir des stratégies de lutte. Qu'ils vous souviennent que c'est seulement en mai dernier, ici même dans cet hôtel, que nous avons officiellement lancé le projet FLIP au Bénin. 6 mois après, nous avons parcouru du chemin et nous voilà aujourd'hui en train d'accueillir nos pairs du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Le GTT Côte d'Ivoire est heureux de prendre part à vos côtés à cette réunion qui non seulement offrira à tous l'occasion de partager des leçons apprises et au-delà, va permettre, à n'en point douter, d'explorer des possibilités de collaboration continue et de discuter d'une approche régionale pour lutter efficacement contre le travail forcé et la traite des personnes. Cet événement marque une étape cruciale de notre engagement collectif pour combattre sous toutes ses formes le phénomène récurrent du travail forcé et de la traite des êtres humains dans nos pays. Nous devons en effet tout mettre en œuvre pour que les hommes et les femmes vivent et travaillent dans des conditions sûres, équitables et légales. Financé par le ministère américain du Travail, le projet FLIP est mis en œuvre par l'ONG Vérité. Nous travaillons à enraciner les droits humains dans l'ADN des sociétés en mettant en place des stratégies qui font le lien entre la direction et les personnels sur le terrain. Nous faisons aussi des recherches sur le droit du travail. Cette cérémonie de lancement a été marquée par la remise d'un présent au président directeur général de Vérité et la présentation des différentes délégations. Le forum inclut plusieurs activités, dont un partage d'expériences et la mise à jour du projet FLIP et des GTD du Ghana et de la Côte d'Ivoire. À noter que les 3 pays bénéficiaires du projet ont ratifié la Convention 29 de l'OIT et le protocole de Palerme qu'ils ont intégré à leur législation nationale. L'Institut national de la femme, INF, a désormais un nouveau siège. Il est situé dans le quartier Zongo, avenue Jean-Paul II, Carrefour, Soneb, Cotonou. Le nouveau bâtiment en R+3 est composé de 29 bureaux, une salle polyvalente, 4 salles d'attente et bien d'autres commodités. L'annonce est faite par la secrétaire exécutive Flore Djinou lors d'une déclaration de presse jeudi dernier au nouveau siège de l'institution. Flore Djinou a saisi également l'occasion pour dévoiler le programme de l'édition 2024 de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Suivez ici un extrait de ses propos recueillis par Florence Possa et Elvis Onukwa. Le bâtiment de type R+3 est essentiellement constitué de bureaux, d'espaces de travail collaboratifs, de salles de réunion équipées à chaque étage et une salle polyvalente au rez-de-chaussée. Aussi, en ces lieux, prend corps le rêve que nous chérissons de déployer un call center, outil précieux pour renforcer l'accès aux services et aux informations, ainsi que pour améliorer la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes. Ces réalisations concertées vont contribuer à l'amélioration de la qualité de nos services, au renforcement des capacités d'action de l'Institut, au rayonnement de l'Institut national de la femme. Nous sommes d'autant plus heureux de disposer de ce bâtiment à ce moment précis où la communauté internationale s'apprête à entrer de plein pied dans la campagne
des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, édition 2024. S'inspirant donc du thème central retenu pour cette année 2024, à savoir riposter et se reconstruire après les violences, l'Institut national de la femme a conçu une série de 7 activités. Ce sont une cérémonie officielle des 16 jours d'activisme, une cérémonie de lancement officielle prévue à la salle bleue du Palais des Congrès le lundi 25 novembre à 14h. Des séances de sensibilisation avec les femmes des 21 ministères sur le thème riposte et reconstruction des femmes face au harcèlement en milieu de travail. Des séances d'échange formatives avec les officiers de police judiciaire des départements du Mono, du Koufo, du Zou et des Collines. Une campagne d'affichage dite « Tolérance zéro » à travers les chefs-lieux des 12 départements du Bénin. L'organisation d'un challenge TikTok avec le hashtag « Engagés ensemble ». L'organisation de jeux radiophoniques contre les violences faites aux femmes et aux filles sur les radios communautaires sélectionnées sur toute l'étendue du territoire national. Et enfin, l'organisation d'un concours de création de contenu de vidéos sur le thème « Riposter et se reconstruire après les violences ». Dans la suite de cette édition, le directeur général des impôts et son homologue de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, accompagnés de la représentante de la Caisse nationale de sécurité sociale, ont échangé avec les femmes entrepreneurs sur les difficultés liées à leur secteur d'activité. Au cours des discussions, les responsables des institutions de l'État ont éclairé les chefs d'entreprise, les exhortant à être en règle vis-à-vis de la fiscalité pour bénéficier de leur accompagnement. Suivez le compte rendu dans cet élément de Jules Etio présenté par Candide Ouintan. 3 personnalités forment ce panel de discussion. Il y a le directeur général des impôts, entouré de son collègue de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, et la représentante de la Caisse nationale de sécurité sociale. Face à ces femmes entrepreneurs, les panélistes recueillent les difficultés liées à la fiscalité et l'agroalimentaire, particulièrement la délivrance de la facture normalisée. La préoccupation aujourd'hui, c'était par rapport aux difficultés dans l'agroalimentaire à avoir les factures normalisées. Je demande l'attestation que je devais prendre chez eux. Moi, j'ai pris le papier qui prouve que j'ai un numéro et je suis allée à la caisse payer les 5 000 francs qu'ils ont demandé et ils m'ont envoyé quelque part d'autre. Et c'est là on me dit où sont vos reçus de paiement. Je dis quel reçu de paiement? On me dit oui, vous devez payer pour celui que vous avez déclaré. La démarche de la direction des impôts et de l'ADPME étant de développer une approche pédagogique avec ces femmes dans un dialogue et un accompagnement mutuel, les responsables concernés, chacun à son niveau, apportent des éléments de clarification. Les agriculteurs, les planteurs, les éleveurs, donc les agriculteurs qui vendent leurs récoltes, leurs propres récoltes, ne sont pas tenus de délivrer la facture normalisée. Mais par contre, lorsqu'il y a un intermédiaire qui achète auprès de l'agriculteur pour les revendre, celui-là n'est plus un agriculteur, donc lui doit pouvoir délivrer, il a l'obligation de délivrer la facture normalisée. L'ADPME peut vous aider, peut vous accompagner à obtenir cette attestation fiscale. Le DGI a dit, lundi dernier au Golden Tulip, que à partir du moment où c'est l'ADPME qui lui présente les entreprises qui ont besoin d'attestation fiscale, on regarde leur dossier et on délise automatiquement l'attestation fiscale. Ça permet à l'entreprise de pouvoir se mettre à jour, parce que cette attestation fiscale va vous permettre en fait, d'être accompagné par l'ADPME. Accompagnement technique et accompagnement financier. Dans ces conditions, vous avez plutôt intérêt à rentrer en fait, dans le cadre légal pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. La CNSS étant une structure qui assure la protection sociale des travailleurs, rappelle ici aux chefs d'entreprise la nécessité de déclarer leurs employés. Et au niveau de la CNSS, pour que nous, on connaisse
un employeur, pour qu'on dise que quelqu'un est un employeur, il faut forcément que la personne est un employé. On ne peut pas être employeur quand on n'a pas un employé. Donc chez nous, la porte d'entrée déjà à la CNSS en tant qu'employeur, c'est qu'il faut avoir ne serait-ce qu'un seul employé. Au sortir des échanges, ces femmes se disent être satisfaites et promettent de remplir leurs obligations fiscales afin de bénéficier des avantages des structures étatiques. Selon les données de l'APS, les femmes créatrices d'entreprises individuelles constituent 37,5% en 2023. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, par l'entremise de la Direction du développement industriel, structure nationale de liaison avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, a initié une formation à l'endroit des tisserands et tisserandes de la Donga. La dite formation qui se déroule mercredi dernier 20 novembre à l'espace tissage de Djougou va permettre aux participants de découvrir les avantages liés à la marque collective. Abdou Sabi Idrissou pour les détails. Je prends Coca-Cola, il y a des couleurs, donc ça devient... C'est une session de formation organisée au profit des tisserandes et tisserands de la Donga. L'initiative émane du ministère de l'Industrie et du Commerce à travers la Direction du développement industriel, structure nationale de liaison avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Elle vise de façon générale à montrer à l'assistance l'importance et les avantages liés à la création d'une marque collective. Oui, cette formation pour d'abord essayer de relever le niveau des tisserands dans la compréhension de la propriété industrielle qui est l'apanage de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et sur instruction de notre ministre, nous sommes venus pour les former dans le cadre de la connaissance de la prise en compte de la marque et particulièrement de la marque collective qui recouvre beaucoup d'avantages énormes par rapport à ces associations de tisserands de la Donga. Ils vont apprendre à travailler ensemble. Il y a différents patrons des tisserands. Mais eux tous, ils vont se mettre ensemble pour choisir une seule marque pour ressortir la qualité de leur activité. Les modules, c'est d'abord les amener à s'approprier et à maîtriser la question de la marque et particulièrement la marque collective. La création d'une marque collective par ces tisserands et tisserandes de la Donga est un facteur déterminant qui va leur permettre de gagner en visibilité tout en distinguant leurs produits et articles de ceux des autres concurrents. Selon moi, c'est une très bonne initiative parce que grâce à cette marque, nos produits seront reconnus un peu partout dans le monde. Grâce au gouvernement, l'artisanat béninois est en train de se développer. Moi, particulièrement, je vois que c'est une bonne idée. Si de début même, le gouvernement peut nous accompagner comme ça pour qu'on sorte quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, prenez l'exemple du Burkina où on dit Faso d'Afani. Mais n'importe où on va, tout le monde reconnaît. Des fois, même nous, on travaille, on fait sortir nos propres produits et les gens pensent que c'est pour le Burkina. S'il y avait nos marques dedans, même si ça se ressemble, on sait que ça vient du Bénin. L'engagement du ministère de l'Industrie et du Commerce pour la valorisation des produits et articles des artisans auprès des partenaires et clients n'est plus approuvé. Elle se traduit par de nombreuses initiatives qui visent à informer et sensibiliser les artisans sur la nécessité de protéger leurs produits. Les marques Toyota, on a les marques Mercedes. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a procédé à son siège mercredi dernier à l'ouverture des journées de l'entrepreneuriat féminin. Basée sur le thème « Réveille l'esprit d'entreprise » qui est en toi. Cette initiative vise à valoriser les femmes chefs d'entreprise et inciter les autres femmes à entreprendre. Il s'inscrit bien sûr dans le cadre du mois de l'entrepreneuriat qui s'étend du 1er au 30 novembre. Le point de la cérémonie dans ce reportage, dans ce compte rendu de Hidayat Salifou présenté par Hugues Véngbé.
Après le mois du consommant local, la CCI Bénin décide de tourner les projecteurs sur les femmes chefs d'entreprise. C'est à travers les journées de l'entrepreneuriat qui offrent à ces dernières une occasion de partage d'expériences et de renforcement de capacités. L'objectif de ces 3 jours d'activité à la Chambre de commerce serait de pouvoir célébrer les femmes que nous appelons les femmes entrepreneurs en lumière, pour permettre à chacune d'entre elles de savoir qu'elles valent quelque chose et que c'est important pour elles de pouvoir témoigner pour d'autres femmes que entreprendre est une très bonne chose. Nous sommes réunis ici dans le cadre de la Semaine internationale de l'entrepreneuriat et du mois d'entrepreneuriat au Bénin. Une période qui met en lumière l'importance cruciale de l'entrepreneuriat. En particulier, nous souhaitons mettre en avant le savoir-faire et le potentiel des femmes, chefs d'entreprise. Minoritaires par le passé, les femmes connaissent depuis quelques années une présence remarquable dans le monde entrepreneurial, malgré les nombreux défis auxquels elles font face. Il y a 70% des femmes qui estiment que l'entrepreneuriat est une opportunité. Et 46% des femmes disent que l'entrepreneuriat est source d'indépendance. Le ProPME, en nous associant à cette activité, nous demande en tant que réseau portant le plaidoyer d'aider les femmes à pouvoir mieux se renforcer et deuxièmement de porter leur voix par rapport aux problèmes qu'elles ont, les difficultés qu'elles ont. Grâce au projet Promotion des petites et moyennes entreprises, appuyé par le réseau des femmes leaders africaines, les femmes seront plus motivées à entreprendre. Les journées de l'entrepreneuriat féminin durent 72 heures. Dans le même registre, une trentaine de jeunes étudiants de l'Université de Parakou formés sur le développement de l'esprit d'entreprise. C'était du lundi 11 au samedi 16 novembre 2024 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, région économique de Parakou. La formation initiée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a été assurée par un centre certifié avec l'appui de la CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. La cérémonie de clôture de cet atelier s'est déroulée le week-end écoulé avec à la clé des prix et des attestations décernées aux participants. Jacques Degbé, Socrate, à Dantolé. Renforcer les capacités de ces jeunes étudiants afin de les inculquer un certain nombre de compétences capables de les aider à mieux structurer leur idée de projet. Ceci, au-delà même de leurs compétences techniques et managériales, c'est le bien fondé de cet atelier de formation ici à la CCI Bénin Région économique de Parakou. 6 jours durant, ces étudiants diplômés ou finissants ont vu les jeunes en entrepreneuriat boosté. C'est des jeunes qui ont un certain nombre de projets que la DPME a voulu qu'on renforce davantage leurs capacités pour les aider à avoir un certain nombre d'outils, de compétences capables de les aider à mieux structurer leurs idées. Dans la méthodologie, au-delà des 6 jours de formation, il est prévu une période de suivi post-formation pour nous assurer que tous les enseignements qu'ils ont reçus au cours de ces 6 jours, ils arrivent à vraiment mettre en œuvre ces enseignements dans le cadre de leur projet, dans le cadre de leur entreprise. La formation est assurée de main de maître par le Centre de promotion et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, mais l'initiative émane de la DPME. Elle traduit la volonté du gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation surtout chez les jeunes. Parce que ça fait partie justement de l'un de nos pôles d'intervention. Au-delà du renforcement des capacités des dirigeants des PME que nous faisons, nous avons aussi cette dynamique, pour ne pas dire ce pôle d'intervention qui nous permet de promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation à travers justement ces séries de formations sur le développement de l'esprit d'entreprise. Donc nous avons 500 jeunes à former au niveau des différentes universités. Après Parakou, le cap sera mis sur Abomey avant de remonter vers Natitingou où nous avons des étudiants à former d'ici la fin de cette année. À l'arrivée, ce sont 500 jeunes entrepreneurs des universités publiques du Bénin qui verront leurs capacités renforcées sur l'esprit entrepreneurial. Ravis de cette formation, les bénéficiaires de Parakou ont pris des engagements. Chers partenaires et formateurs,
Votre impact sur nous est inestimable. Vous avez semé des graines de potentiel et nous vous promettons de les faire pousser pour devenir des arbres porteurs de fruits pour nous-mêmes et pour toute notre communauté. Nous avons reçu ici tout ce qu'il faut pour transformer nos idées en actions concrètes. Alors, n'ayons pas peur d'échouer, car chaque échec est une leçon. Soyons audacieux, soyons créatifs et surtout soyons persévérants. L'entrepreneur, c'est celui qui ne baisse jamais les bras. Plusieurs prix ont été décernés à la fin de cet atelier, dont celui de la recherche d'informations, le prix de la meilleure entreprise en exercice de création d'entreprise, mais surtout le prix du meilleur capeur. Les remises d'attestation et une photo de famille ont mis fin aux travaux. Allons à présent dans la commune d'Abomey-Calavi qui abrite depuis ce vendredi 22 novembre 2024 le congrès EC régional 2024. Plusieurs délégations étrangères honorent ce rendez-vous spirituel de 3 jours. Les ateliers ont démarré dans toutes les sections et les participants sont venus de toutes les contrées du Bénin. Une de nos équipes de reportage est allée constater l'ambiance qui règne au Palais de la Gratitude depuis le démarrage de ce congrès EC régional dont le thème porte sur Découvrez Ekankar, la voie de la liberté spirituelle. Voici le compte rendu de Ulrich Gaba sur les images de Elvis Tonokwa. C'est la première fois que Marthe participe à un congrès EC. Elle a toujours entendu parler d'Ekankar, la voie de la liberté spirituelle. Après quelques années d'hésitation, la voici enfin au congrès EC régional 2024. J'ai l'habitude de fréquenter une maman et c'est elle qui m'a parlé d'Ekankar. Bon, au début, j'étais un peu, pour ne pas dire très réticente. Et je me suis dit, bon, moi, j'ai carrément peur quand j'entends Ekankar. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Et elle m'en a parlé 1-2 fois. Après, elle m'a parlé d'un congrès régional. Et j'ai décidé d'y participer pour au moins voir si j'aurais de nouvelles expériences. Je le porte. Oui. L'accueil est juste très chaleureux et je suis vraiment émue, bouche bée, je ne m'y attendais vraiment pas. Ils sont vraiment respectueux, courtois et je suis sans voix. Après cet accueil chaleureux qui la met en confiance, Marthe accepte de participer à son tout premier atelier aux côtés de nombreux autres visiteurs, eux aussi venus découvrir Ekankar, la voie de la liberté spirituelle. Plusieurs délégations des pays de la sous-région ont répondu présents à ce congrès EC régional dont le thème exhorte à découvrir Ekankar, la voie de la liberté spirituelle. C'est une rencontre internationale pour un ressourcement approfondi. C'est en quelque sorte un congrès pour un ressourcement pour les étudiants EC. Mais pour ceux qui sont nos visiteurs, ils arrivent pour trouver des réponses à leurs préoccupations les plus profondes sur des questions spirituelles, la vie. Je dirais que le congrès a 3 axes. La splendeur de l'âme. Qui suis-je? Premier axe. Deuxième axe. En fait, aujourd'hui, tout le développement du congrès est axé autour de la splendeur de l'âme. Demain, ce serait autour des exercices spirituels EC. Et le dimanche, ce serait autour du Mahanta et Maître EC vivant. Autant les visiteurs sont entretenus, autant les étudiants en sciences d'Ekankar sont aussi entretenus par leurs aînés à travers différents ateliers répartis selon les groupes d'âge avec une pédagogie spécifique pour aider les participants à mieux comprendre les enseignements EC. Pour nous aider. Qui encore? Voilà. Un autre. Bien. Divine, parce qu'on est âme. Voilà, dans la salle, nous encadrons les jeunes de la tranche de 5 à 8 ans. Il y a les activités qui sont prévues, comme les coloriages, les jeux, les chansons, les collages, voilà. Et il y a des animateurs pour chaque activité.
aussi pour nous aider à encadrer les jeunes, pour que tout se passe bien. Nous avons des encadreurs à chaque table. Même les tout-petits ont leurs sections respectives. Et tout est mis en œuvre pour non seulement occuper les enfants, mais aussi assurer leur sécurité et leur confort tout au long du congrès. Concert de clôture du festival Mlamidoa Kochi. Le rendez-vous culturel est à sa 4e édition. Initiative de l'ONG Zedaga, elle vise entre autres à promouvoir les panégyriques claniques puis faire revivre certaines anciennes gloires de la musique béninoise. Bien d'autres activités ont eu lieu. Les manifestations étalées sur plusieurs semaines se sont achevées à la grande satisfaction des festivaliers organisateurs ainsi que des invités. Y mettent Hélène Amosso et Georges Vaudounon pour plus de précisions. Rendez-vous culturel, l'événement est organisé depuis 4 ans par l'organisation non gouvernementale Ensemble pour le développement, Zedaga. Le festival Mlamidoa Kochi est l'une des activités phares inscrites au plan d'action de l'ONG. Ça met en valeur nos panégyriques claniques. Et à cette édition, nous avons sorti le livre sur le panégyrique des Abodjavi Zankwen, les Dénons. À Wenou, Béti, Médématon. On a déclamé près de 40 ou 50 panégyriques qui a enchanté d'ailleurs le public. Je remercie la population béninoise et tous les partenaires de Zedaga. Grand moment festif qui réunit du monde chaque week-end depuis plusieurs semaines, le festival a aussi connu la participation de certaines anciennes gloires de la musique béninoise. Oubliées par le public ou considérées comme n'étant plus de ce monde, plusieurs artistes ont été invités à prester pour égayer les festivaliers. En plus de la série de représentations artistiques, l'assistance a également eu droit à l'exécution des chants, de même que les pas de danse de nombre de divinités. À tout ceci s'ajoute la foi Zedaga qui met en lumière les entrepreneurs locaux. Bien d'acteurs culturels ont aussi été distingués à l'occasion. Au terme des manifestations, festivaliers et autres convives n'ont pu cacher leur enthousiasme. Tous félicitent les organisateurs pour leur endurance. On doit les féliciter. Ce n'est pas n'importe qui, parce que ce n'est pas facile. Je suis un festivalier aussi. Vraiment, on doit les féliciter. Je suis sidéré par rapport à leur organisation. J'invite toute la population d'Abomey de soutenir nos frères pour que cette initiative soit une initiative lointaine. Heureux d'apporter leur contribution à la valorisation de la culture, les initiateurs ont exprimé leur gratitude à l'endroit de tous ceux qui les accompagnent pour la concrétisation de cette initiative. Pour les fois à venir, les frères Salano promettent mettre les bouchées doubles pour plus de réussite. Ils rassurent les fans de la tenue de la prochaine édition et invitent par la même occasion toutes les bonnes volontés à se manifester. Voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un agréable week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.